de retour sur le studio du Siècle Vert. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on commence cette deuxième partie d'émission avec notre invité Gérard Filoche. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur notre studio. Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Voilà, Hugo Franceschi a changé de place et il va pouvoir vous poser des questions et notamment sur la venue d'Emmanuel Macron hier au Salon de l'Agriculture. Tout à fait, Emmanuel Macron qui est arrivé hier au Salon de l'Agriculture. C'était sa deuxième inauguration du salon en tant que chef de l'État. Et il faut dire qu'il a été plutôt bien accueilli par les agriculteurs, contrairement aux 2 années précédentes. Est-ce que, Gérard Filoche, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, sa politique est en train de porter ses fruits? Vous rigolez? Je veux dire, il est resté combien? 13 heures? 14 heures. 14 heures, mais il faut qu'il fasse ça pendant 8 jours pour remettre sa politique avec un peu de popularité. Quand je On m'a dit qu'il était entouré de beaucoup de En Marche, tout ça a été bien pacifié et bien organisé. Il a fait mieux que l'année dernière. Mais en vérité, il a de popularité nulle part, cet homme. Regardez le débat qu'il anime. Grand débat. Il paraît qu'il y a 175 000 contributions. C'est moins que de manifestants chaque samedi depuis 3 mois avec les Gilets jaunes. Il avait annoncé 1 million de personnes pour participer à son grand débat. Je vous parle vraiment je vous parle vraiment du fond de sa politique agricole, notamment sur la loi alimentation. Par exemple, il a obligé les grandes surfaces à arrêter les promotions abusives. Il a également aussi obligé les grandes surfaces à mieux rémunérer les producteurs. Peut-être qu'aujourd'hui, les producteurs ont voulu lui rendre, tout simplement. Écoutez, je veux bien qu'il s'occupe de la culture des fraises. Mais ce qu'on lui demande, c'est de s'occuper des salaires des gens. Parce que c'est ça les consommateurs qui font ou pas marcher les grandes surfaces. Et si aujourd'hui il y a moins de consommateurs, c'est parce que les salaires sont trop bas. On a le salaire médian à 1 700 €. On a 14 millions de retraités, il y en a 50%, c'est-à-dire 7 millions, qui sont autour de 1 000 €. On a 9 millions de pauvres en dessous de 900 €. Rien ne peut marcher si on ne donne pas de l'argent à ceux qui travaillent. Et Macron, il vous parle de n'importe quoi. Mais précisément sur les agriculteurs, eux perçoivent des subventions. Mais ce qu'on lui demande tout de suite, c'est de s'occuper des gens qui travaillent, y compris des agriculteurs qui travaillent, monsieur. Parce que ceux qui se suicident, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est parce que justement, il n'y a pas de politique agricole commune, d'intervention et de modération suffisante, il n'y a pas de régulation, et tout va pour les gros et pas pour les petits agriculteurs. Et donc, le schéma Macron, c'est un seul personnage. Il faut donner en haut pour que ça ruisselle. Donc on va donner aux gros dans tous les cas. Et les petits, ils pourront toujours crever la bouche ouverte. Donc pour vous, en fait, cette loi alimentation, elle est beaucoup plus favorable aux grandes surfaces, aux grands industriels, plutôt qu'aux petits consommateurs. Excusez-moi, qu'est-ce qu'il donne à Carrefour, Auchan, le CICE maintenant, qui est passé sous forme de suppression de cotisation? Il leur donne des centaines de millions, alors qu'ils n'embauchent pas, ils suppriment des emplois en faisant qu'il n'y ait plus de caissières. Et donc la vérité de tout ça, quand il n'y a plus de caissières, c'est qu'il n'y a plus de consommateurs. Vous pouvez faire toutes les lois alimentation que vous voulez. Après, les gens n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter de la bonne nourriture et ils n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter des bonnes choses pour vivre. Mais pourtant, Gérard Filoche, il y a une société qui s'appelait IRI et qui a fait une étude comparative depuis cette loi de alimentation et elle est quand même arrivée au résultat que les prix n'ont pas augmenté et au contraire, ils ont baissé de 0,36%. Monsieur, vous croyez les indices de prix dans ce pays ? Les indices de prix sont calculés par le ministère chargé de la consommation à partir d'éléments qui sont la plupart du temps réfutables. Ils retiennent pour 6% dans le loyer. Personne ne paye 6% de son salaire en loyer. On est à 20%. Donc tout la calcul des prix est faussé. L'inflation l'année dernière, on s'attendait à ce qu'elle soit... Pour vous, le ministère ment là-dessus? Mais c'est les calculs des indices des prix qui sont faussés. Si vous mettez 10 volontairement, ils sont faussés? Ah bah ça, depuis 20 ans, 30 ans. Les syndicats, quand ils avaient le temps, ils faisaient un autre indice de prix, où il n'y avait pas 20 balles de ping-pong et où il n'y avait pas d'achat de 2 ordinateurs par mois. Mais quand vous faites un indice de prix valable avec la consommation dont vous parlez, avec une alimentation saine, alors l'indice des prix, il augmente. Sauf que c'est pas ce qui est retenu pour faire la moyenne de l'inflation. Donc pour vous, ce sont les consommateurs qui vont payer le prix fort. Et l'année dernière, l'inflation réelle est probablement autour de 2,2%. Madame Pénicaud l'a arrêté à 1,5%, de façon à bloquer l'augmentation rattrapage du SMIC sur ce plan-là. Et vous ne pouvez pas avoir d'amélioration par aucune loi si vous n'augmentez pas les salaires.
la question centrale de ce pays, dont M. Macron ne veut pas parler. Il parle de n'importe quoi. Moi, j'ai vu hier, il parlait à un brave homme que j'ai vu qui était âgé, qui était handicapé et qui pleurait. Mais enfin, on n'est pas Saint-Louis pour guérir les écrouelles. C'est pas comme ça qu'on traite les gens avec des aumônes et en les embrassant. On paye normalement les allocations handicapées. Ce que le président avait l'air de dire sur cette vidéo, c'était que cet homme n'avait pas demandé tous les droits à la retraite qu'il pouvait demander. Mais bien entendu, les gens ne savent pas se battre pour avoir des primes d'activité ou des compléments de salaire. Dans ce cas-là, c'est le rôle de l'État, justement, de les accompagner. Non, d'abord les patrons. Excusez-moi, les salaires, c'est les patrons. C'est pas à Macron de décider s'il y a une prime à la fin de l'année ou pas. C'est d'ailleurs nouveau pour un libéral que de dire donner une prime. C'est les patrons qui doivent augmenter les salaires. Jamais les salaires n'ont été aussi bas. Jamais le travail a été aussi mal payé. Et donc après, ça se répercute sur les retraites. Et ça se répercute sur toutes les questions sociales, dont les handicapés, dont ceux qui sont dans des situations délicates et qui ne peuvent plus travailler. Mais au sujet de l'agriculture, pour le coup, c'est plus l'Union européenne qui dirige, qui prend les décisions. Donc au final, est-ce que pour le coup, Macron n'a pas été honnête? Mais elle tend à les prendre en faveur des grandes exploitations. Ce qu'il faut pour aider les agriculteurs, c'est aider la personne qui travaille. C'est pas aider l'exploitation à devenir plus grande, parce que là, vous aurez finalement des fermes-usines et vous aurez plus de petits exploitants. Mais par exemple, avec les subventions qu'obtiennent les agriculteurs. Les subventions, quand vous avez au-dessus de 200 000 litres de lait, vous arrêtez les subventions. Les subventions, c'est à ceux qui en ont besoin. Or, ils donnent les subventions pour l'essentiel à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire que ça aide aux concentrations, ça aide aux grosses exploitations, ça aide de façon absolument globale à ce que les gros deviennent gros et ce que les petits meurent. Est-ce que c'est pareil, avec le glyphosate? Dernière question, Hugo Franceschi. C'est toute la politique de Macron. Dernière question, est-ce que c'est le même schéma avec le glyphosate aujourd'hui? Est-ce qu'on l'autorise pour les grands groupes industriels et au final c'est nous qui subissons? Évidemment, c'est comme l'amiante. Pendant 30 ans, il y a eu 100 000 morts de l'amiante. Mais pourtant, le gouvernement a fait passer de 10 à 3 ans. C'était les grands bâtisseurs de Bouygues, Eiffage, Vinci, etc., qui en mettaient pas absolument partout. Et personne n'osait s'attaquer à eux sur l'amiante. Il a fallu attendre 30 ans pour le faire. Le glyphosate, c'est exactement comparable à l'affaire de l'amiante. Emmanuel Macron l'a fait, il a réduit de 7 ans. Il fait rien du tout. Il avait promis, où ça a été défendu, l'arrêt du glyphosate. Il n'y a aucune mesure, sauf de repousser les délais. C'est passé à 3 ans, de 10 ans à 3 ans. Tout de suite, l'amiante, vous savez ce que ça donnait comme mort? 3000 par an. Le glyphosate, qu'est-ce que ça donne en termes de cancer? Probablement des résultats de même heure. Alors vous dites 3 ans de plus, c'est 9000 morts de plus? Qu'est-ce qui va accepter ça? C'est comme quand on dit, attendez, je vais vous donner de l'argent dans les hôpitaux, dans un plan machin, alors que les gens ont la grippe et qui meurent dans les couloirs, sur des lits parce qu'ils n'ont pas de place dans les chambres. On aura compris donc votre avis assez tranché, Gérard Filoche. Merci Hugo Franceschi pour cette partie d'interview justement sur l'actualité et la venue d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture hier. C'est vous. Gérard Filoche, on retrouve maintenant Lucas Pierre. Bonjour Lucas. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Alors Gérard Filoche, vous avez été membre du Parti Socialiste de 1994 à 2018. L'année dernière, vous quittez donc un parti en pleine décomposition et on fait justement un point sur l'état du Parti Socialiste avec Lucas Pierre. Le Parti Socialiste redeviendra un grand parti le jour où quelqu'un à sa tête décidera de défendre les salariés. Ça, c'est ce que vous déclariez l'année dernière sur notre plateau, ici même. Est-ce que le nouveau chef du PS, Olivier Faure, aujourd'hui défend les salariés, Gérard Filoche? Il n'en parle pas souvent. Hein. Il n'en parle pas assez. Cherchez le mot salarié dans ses interventions, déjà vous avez un souci. Oui. Parce que vous savez, les salariés, c'est 90% des actifs de ce pays. C'est ceux qui produisent toutes les richesses, toutes. Une entreprise sans salariés, c'est rien, c'est 0 plus 0, la tête à Toto. Hein. Et les salariés, c'est ceux qui produisent les richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. Quand on est socialiste, c'est d'abord à eux qu'on pense. C'est pas aux exploiteurs, on pense aux exploités. Donc Olivier Faure ne pense pas aux salariés aujourd'hui? Je vous dis, étudiez ses discours. Moi, j'écoute, moi je lis, et je vois pas souvent parler d'augmentation de salaire. Je crois même pas qu'il l'ait fait. Je le vois pas souvent parler des retraites, alors que 7 millions de retraités sont à 1000 euros. Et pourquoi il n'en parle pas? Parce qu'il faut liquider le passif de Hollande. Dans l'histoire de la gauche, il y a un trio maudit. Hollande, Valls et Macron. C'est ceux qui tuent l'espoir que les électeurs de 2012 ont quand ils font passer la gauche au pouvoir et qu'ils écartent Sarkozy. Ils se disent on va faire quand même une redistribution des richesses. C'est plus possible de supporter une telle inégalité dans le pays. Pour passer au-delà de ça? Hollande, il a trahi absolument tous nos espoirs. Il a fait le contraire de tout ce qu'on lui avait demandé dans le programme du Parti Socialiste. Et donc le résultat, c'est qu'il a perdu 7 élections
qu'il n'a même pas été capable de présenter son bilan. Il s'est défilé par la petite porte. Valls, qui a essayé à sa place, a été balayé largement. D'accord, mais alors... Et après, Macron a été mis au pouvoir. Alors là, c'est le pire. La cerise au gâteau, le récompense de la trahison, la fuite en avant vers le libéralisme et vers les riches et les multinationales, le CICE permanent. Mais pour en revenir au PS aujourd'hui, est-ce qu'Olivier Faure a été un bon choix finalement pour être à la tête du PS? Moi, je n'ai pas choisi. Oui, ils ont empêché que je choisisse, puisque en vérité, ils ont fait un amendement de statut pour que je puisse pas déposer une motion sur le bilan de Hollande. C'est pour ça que je suis parti avec mes amis. Parce que si on peut plus débattre, moi, quand je suis rentré dans le Parti socialiste, c'était un grand parti. On pouvait y débattre, il était unitaire, il était majoritaire à gauche. Je suis parti quand j'ai pas pu empêcher qu'il soit minoritaire, qu'on puisse plus y débattre, et qu'il ait divisé et cassé la gauche. Vous disiez aussi sur ce même plateau l'année dernière, ne pas être inquiet pour l'avenir du PS, mais qu'il fallait que le parti change de ligne. Est-ce que c'est fait aujourd'hui? Bah non. Non, pas du tout. Bah non. Écoutez, j'ai entendu seulement dans la bouche d'Olivier Faure, puisque vous le citiez, des éléments de critique un peu de la politique de Hollande, tardivement et après. J'ai même entendu, comment il s'appelle, j'ai toujours du mal avec son Stéphane Le Foll, qui disait que la loi anti-travail, enfin la loi El Khomri, n'aurait peut-être pas dû de fait. Mais moi je me suis battu contre cette loi à l'époque, ils voulaient me virer déjà pour ça. Comment ont-ils pu faire une loi qui casse un siècle de droit du travail? Et donc il faut reconstruire le Code du travail. Et Macron a encore aggravé ça avec ses ordonnances. Maintenant le Code du travail français est un des plus mauvais codes en Europe. Le Code du travail allemand est devenu meilleur. Mais aujourd'hui, ça c'est Hollande-Macron. L'état du PS aujourd'hui, c'est quoi concrètement? Sa nature définitive n'est pas tranchée. Est-ce qu'il va basculer comme un vieux parti ex-radical qui est de notable? Je n'en sais rien. Ou est-ce qu'il va rejoindre la gauche et il va se radicaliser à nouveau un peu sur le plan du programme? Ça, c'est pas moi qui le trancherai. Je dis seulement que s'il doit y avoir une unité de la gauche, il faudra qu'il fasse son choix. Par exemple, je suis pour une liste commune de la gauche aux élections européennes. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une unité de la gauche? Bien sûr. Il le faut. Aujourd'hui, le résultat de l'éclatement provoqué par la politique de Hollande, le rejet de la politique de Hollande, fait qu'il doit y avoir 12 ou 13 groupes de gauche. L'éclatement, il vient aussi de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Oui, mais c'est la même chose. Macron-Hollande, c'est pareil. Hollande-Valls-Macron, c'est pareil. Et c'est leur politique qui a divisé la gauche. Donc maintenant, vous avez 12 groupes de gauche. Mais avec cet éclatement, justement, comment est-ce qu'un parti comme le PS peut se relever? Est-ce que c'est possible qu'un parti comme ça se relève aujourd'hui? Moi, ce que je vous verrai à l'ordre du jour, c'est un nouveau congrès constituant pour un nouveau grand parti de gauche, unitaire, pluraliste, démocratique, avec des droits de tendance en son sein comme c'était avant, et de rassembler absolument tout le monde, de Mélenchon à Hamon, de Jadot à Roussel et moi. Rassembler absolument tout le monde. Vous accepteriez de vous rassembler avec toutes ces... moi, je ne milite que pour ça aujourd'hui. Parce que sinon, vous aurez aux élections européennes un paradoxe. C'est que Macron est groupuscularisé aujourd'hui dans le pays. Vous avez vu que la seule manif de soutien à Macron, c'était le 27 janvier dernier, là. Ils étaient 500, je crois. Comment ils appelaient ça? Écharpe rouge, foulard rouge. Les foulards rouges, oui. Foulard rouge, ils étaient 500 dans la rue. Ils criaient salaud de pauvre, salaud de pauvre, salaud de pauvre contre les gilets jaunes. Mais en vérité, Macron est très isolé. Je ne sais pas comment il va se sortir de là où il est. Mais donc, nous, en face, à gauche, il faut qu'il y ait une alternative. Et cette alternative, elle ne peut venir que de l'unité des 12 groupes dans un congrès qui permet de les fusionner. Et si on n'y arrive pas avant, au moins l'unité d'action. Parce que l'unité d'action, c'est pas la même chose que l'unité de pensée. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur tout pour faire une liste aux européennes sur 5 points contre la fraude fiscale, pour l'environnement, pour un SMIC européen, pour la transparence européenne et la démocratie, et pour l'accueil des migrants et l'ouverture au monde. Très bien, c'est entendu. Merci Gérard Filoche. Merci à vous Lucas Pierre, merci à vous Gérard Filoche d'avoir continué, d'avoir joué le jeu avec Lucas Pierre qui donc revenait sur le côté un peu parti socialiste. Que devient-il? Et qu'est-ce qu'on peut espérer justement de ce parti socialiste en France? Merci Lucas Pierre. On retrouve maintenant Yanis Darras. Yanis, bonjour. Bonjour Dimitri. On vous retrouve pour vous parler un petit peu de la PAC qui est un petit peu oubliée et qui refait surface maintenant, après les déclarations du président de la République hier lors de sa venue au Salon de l'Agriculture. Vous en faites justement un point et un tour aujourd'hui. Bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Alors hier Emmanuel Macron, vous le savez, était en visite au Salon de l'Agriculture. Ah ben on le saura. Et il a déclaré justement que sans la PAC, donc la fameuse politique agricole commune, les consommateurs ne bénéficieraient pas justement d'une alimentation sûre et de qualité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Je vous le dis très nettement, s'il n'y a pas une nouvelle PAC qui régule, ça sera la concurrence sauvage, ça se fera à l'avantage des gros agriculteurs contre les petits et au désavantage des consommateurs.
Et les prix augmenteront dans une guerre. La concurrence, ça fait pas baisser les prix. C'est une guerre. Concurrence égale guerre. On Compétitivité. est déjà en guerre, non? L'Europe est déjà en guerre contre, par exemple, la Russie si- ou encore le Brésil. Non, mais je vous parle, on parle des choses concrètes de notre sujet, là. L'ancienne PAC est écartée, une nouvelle PAC doit être discutée. Moi, je prône pour que les aides et les subventions aillent aux agriculteurs, à la personne, pas à l'exploitation. Ça a de grosses conséquences, ce que je dis là. Hein, c'est-à-dire que vous aidez ceux qui ont des petites exploitations, tous ceux qui produisent, à faire de la qualité et à pouvoir en vivre sans être acculés au suicide. Et si vous faites ça, alors vous aidez pas de la même façon les gros, semenciers, céréaliers, glyphosatiseurs, à Aujourd'hui, fonctionner. l'Europe, pour cette nouvelle PAC, doit repenser avant tout, doit favoriser avant tout les petits exploitants. Mais bien sûr. Parce que sinon, vous allez avoir des fermes-usines et au détriment de la qualité et au détriment de la vie de tout le monde, des humains comme des animaux. Et donc, vous aurez quelque chose de catastrophique si vous laissez comment dirais-je, la théorie du développement des grosses exploitations et si c'est elles que vous aidez au détriment des agriculteurs. Alors, est-ce que on peut dire, on a vu que l'Union est le premier marché mondial de production de blé, de céréales, etc. Mais pourtant, on continue d'importer du blé, notamment de Russie ou du Brésil. Est-ce qu'on est vraiment indépendant comme pourtant c'était le principe de la PAC? Ça, c'est le dérèglement du capitalisme libéral. On vous fait des produits qui viennent de l'autre bout du monde au lieu de respecter une souveraineté alimentaire qui est quand même essentielle. Tout le monde a compris qu'il fallait des circuits courts, produire sur place, et qu'un pays devait être souverain du point de vue de son alimentation, pas dépendant. Mais il n'y a pas que là-dessus. Il y a souvent aussi du point de vue des médicaments, etc. Et donc cette souveraineté alimentaire est en fait le fond des choses. Et donc il y a quelque chose à faire après. Le problème avec la PAC, c'est que ça regroupe les 28 pays de l'Union européenne, bientôt 27 quand la Grande-Bretagne partira. Oui. Et vous parlez de souveraineté. Donc comment est-ce qu'on doit créer une nouvelle PAC? Est-ce que la PAC aujourd'hui, elle est dépassée et on doit la repenser à une échelle plus nationale, plutôt qu'européenne? Bien sûr qu'il faut qu'il y ait une PAC. Parce que sinon, ça sera la guerre, comme on disait à l'instant, ou ça sera la destruction de tout ce qui est régulé et progressiste et de toute avancée dans l'agriculture. Et donc, il en faut une. Alors maintenant, vous me dites, on va être 28, 27, est-ce qu'on peut le faire à 27? Et vous dire, quand un pays de la taille de la France veut, il n'y a aucune unanimité qui l'en empêchera. C'est pas Malte, Chypre ou l'Estonie qui vous empêchez de faire une politique agricole correcte. Donc c'est à la France, bien plus qu'à la PAC, c'est à la France de décider d'appliquer une politique. C'est vrai pour l'agriculture comme pour le travail. Parce que vous avez, si vous mettez le SMIC à 1800 €, si vous mettez la semaine de travail à 32 heures, si vous mettez la retraite à 60 ans, tout mot d'ordre qui sont importants pour les agriculteurs. Hein. C'est-à-dire si vous leur permettez d'avoir une sécurité sociale, ils pourront prendre des congés et pas seulement être attachés à la ferme pendant toute l'année, 12 mois sur 12. La sécurité sociale, si vous faites qu'ils en aient une et qu'elle soit un système universel, pas basé sur des mutuelles chères et inaccessibles et qui se font la bourre entre elles et qui augmentent les prix sans rembourser correctement. Si vous avez un système de sécurité sociale universel, les agriculteurs en bénéficieront. Justement. Cette politique sociale-là est celle qui permet de sauvegarder et de relancer l'économie du pays pour l'industrie comme pour l'agriculture. C'est une politique qui tourne le dos à Macron. Macron, c'est le pire que nous puissions avoir aujourd'hui. Justement, la PAC, la nouvelle PAC qui est en train d'être pensée à Bruxelles, elle met plus en valeur une Europe sociale, une politique sociale. C'est vous justement, alors, juste je vais vous citer quelques objectifs. Je vois que ça nourrit plutôt les gros exploitants allemands. Je vais juste Yanis vous Darras citer, rapidement. Quelques objectifs fixés par cette fameuse nouvelle PAC. Il y a notamment assurer un revenu correct aux agriculteurs, agir contre le réchauffement climatique ou enfin dynamiser les zones rurales. Alors en quelques mots, est-ce que cette nouvelle PAC peut enfin comprendre et répondre aux attentes des zones monsieur, rurales? Sur le réchauffement climatique, c'est un danger terrible pour l'humanité. Mais pour sauver la banquise, il faut d'abord nous sauver des banquiers. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est le système qui est le plus nocif pour l'environnement. Et donc, ce qu'il faut, c'est une politique sociale réelle de répartition des richesses. Il ne faut pas que tout soit pour ceux qui consomment des yachts, pour ceux qui ont des trucs de golf, et pour ceux qui ont 20 villas différentes comme monsieur Carlos Ghosn dans l'ensemble du monde. C'est à cela qu'il faut s'en prendre pour répartir les richesses et avoir une politique qui fasse que chacun puisse vivre mieux dans son monde, dans sa ville et dans ses champs.
Et le soulèvement des Gilets jaunes, que je trouve fabuleux alors qu'il est agressé partout. Le soulèvement des Gilets jaunes, il concerne si bien les agriculteurs que les ouvriers qui n'arrivent pas à survivre. Il dit à Macron, arrête toute ta politique. Tu as une mauvaise voie. Voilà. Et Merci. donc, participe de la redistribution des richesses à tous les niveaux, sur nos champs et dans nos usines. Bah, ça sera le mot de la fin. Merci Gérard Filoche. Merci à vous Yanis Darras pour cette dernière partie d'interview. Merci à vous Gérard Filoche d'être venu sur notre plateau et d'avoir répondu aux questions donc de Yanis Darras, de Hugo Franceschi et de Lucas Pierre sur les différents thèmes, notamment l'agriculture et Emmanuel Macron. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous allez du coup faire un petit tour dans le salon du coup là cet après-midi. Ouais. Petite visite. Et bien on vous souhaite du coup une très bonne journée. Merci encore d'être venu Gérard Filoche sur le plateau du Studio Vert dans À Travers Champs. Merci à vous.